total, au cours des 12 années de la présidence Chirac, 14 révisions de la Constitution ont été opérées. Au-delà de la Charte de l'environnement en 2007 et de modifications à la marge, l'apport le plus important au plan institutionnel aura été l'instauration du quinquennat. C'est qu'en 1995, lorsqu'il a été élu pour la première fois, il engage immédiatement une révision de la Constitution sur deux points quand même importants. Le premier, c'est la session parlementaire qui devient désormais unique, permanente. Et le deuxième objet, c'est la modification du référendum pour que désormais les Français puissent être consultés sur les questions économiques, sociales et les services publics y afférents. Il n'y a pas encore environnemental, ça viendra en 2008. Donc autrement dit, il étend le champ du référendum et il étend la session parlementaire. Mais il n'utilisera pas. Mais il ne l'utilisera en tous les cas. Pour le référendum. Il n'utilisera pas le référendum. Pour la session parlementaire, oui. Et ça, c'est 95, aussitôt après son élection. Et presque bis repetita en 2002, où il est réélu. Il faudra attendre un an pour voir aboutir la révision constitutionnelle de 2003, où là aussi, sur la décentralisation, l'organisation décentralisée de la République, où là aussi, c'est quand même une empreinte très forte qui est donnée. C'est le tandem Chirac-Raffarin à l'époque, mais c'est la révision de grande ampleur en termes de nombre d'articles de la double mandature Chirac, on ne peut même pas dire double septennat, double quinquennat, parce qu'il a fait septennat puis quinquennat. C'est sans doute pas celle qui a eu le plus gros impact, sans doute que celle qui a eu le plus gros impact au terme d'équilibre institutionnel, c'est le quinquennat, et qui est sans doute la moins importante justement en termes d'ampleur de modification du texte constitutionnel. Mais est-ce qu'il ne souffrait pas de révision compulsive? C'est quand même le président qui a révisé 14 fois la Constitution. Toutes les révisions sont de son initiative. Alors même le quinquennat, il l'a quand même reprise pour pas que l'enfant lui échappe. Et donc, c'est quand même le plus grand nombre de révisions. Il y en a eu 24 au total sur 61 années d'existence de 5e République, dont 14 sur 12 ans sous la présidence Chirac, auxquels on peut même en ajouter 2 autres, lorsqu'il était Premier ministre entre 1974 et 1976, initiés par Valéry Giscard d'Estaing, mais qui ont été menés par Jacques Chirac en tant que Premier ministre. Alors, la réforme la plus emblématique, vous l'avez dit, c'est évidemment ce quinquennat, référendum organisé en 2000. Les Français sont appelés à dire s'ils veulent oui ou non que le mandat présidentiel passe de 7 à 5 ans. À l'époque, Jacques Chirac ne donne pas de consigne de vote, mais effectivement, il ne cache pas qu'il est contre. Le rythme de la Ve République est plutôt sur 5 ans. Alors, on a officialisé d'une certaine manière cette durée par cette réforme. Est-ce que ça a changé les choses? Ce qui a changé les choses, c'est le fait que il y a eu donc une remise en ordre du calendrier électoral qui fait qu'il y a eu d'abord la présidentielle et ensuite la législative. Les législatives sont devenues après, donc secondaire, et par conséquent, il y a eu une espèce d'automaticité. Ce qu'on demandait aux Français, vous avez voté pour Hollande, donnez-lui une majorité de gauche. Vous avez voté pour Sarkozy, donnez-lui une majorité de gauche. On a voulu jouer sur l'électeur rationnel. Mais presque une élection pour rien, finalement. Vous le voyez bien au niveau des résultats. Les législatives, il y a beaucoup plus d'abstention législative parce que les Français pensent que c'est joué. C'est plié à la présidentielle, le reste, ça suit. Mais ce n'est pas tout à fait une élection pour rien, parce que les législatives sont véritablement les élections qui vont donner au président le pouvoir dont il a besoin. S'il n'en bénéficie pas, s'il n'a pas la victoire, mais vu le calendrier, effectivement, il y a un effet d'entrain. Oui. Mais si François Hollande avait mieux gagné les législatives en 2012, son quinquennat aurait été différent. Jacques Chirac, en 2002, il est le premier à expérimenter justement et le quinquennat, l'élection du quinquennat, et le calendrier qui vient rétablir la logique institutionnelle. D'abord les présidentielles, ensuite les législatives. Jacques Chirac, en 2002, réussit l'exploit d'être à la fois le président le moins bien et le mieux élu de la Ve République. Le moins bien parce qu'il a tout juste 13,75% des inscrits au premier tour, mais il gagne avec 82, et quelques pourcents des votants au second tour. Mais il voit là poindre à nouveau le spectre de la cohabitation. Parce qu'il se dit, mince, les Français ne veulent pas forcément de moi, la gauche est plutôt majoritaire, elle est éclatée, c'est pour ça que Lionel Jospin ne s'est pas qualifié, je vais encore me farcir 50 de cohabitation s'il gagne les législatives. Donc je crée une machine à gagner qui s'appelle l'Union pour une majorité présidentielle. Le premier nom de l'UMP, c'était pour une majorité présidentielle. C'est un pari gagné, parce qu'il remporte le meilleur score qu'un parti politique remporte aux élections législatives de toute l'histoire de la Ve République, encore mieux que la République En Marche en 2017. Et effectivement, là, il établit, premièrement, que les Français n'aiment pas la cohabitation,
ils s'y résignent s'ils n'ont pas le choix, mais ils ne la choisissent pas. Ils vont dans la logique présidentielle, ils ont élu un président, ils lui donnent une majorité pour gouverner. Et deux, qu'effectivement, c'est ça la logique de la Ve République, on désigne un chef pour conduire une mission politique, sa campagne électorale, ses engagements électoraux, et on lui confie une majorité, éventuellement atténuée, pour mener à bien sa mission. Et on a un petit peu le même exercice en 2017, parce que Emmanuel Macron a créé son parti pour gagner la présidentielle, mais rien ne disait qu'il pouvait gagner les législatives derrière, parce qu'il n'y a pas 577 Macron dans les 577 circonscriptions. Alors, le passage du septennat au quinquennat n'a pas été la seule réforme constitutionnelle d'envergure. Jacques Chirac a aussi fait réformer le statut pénal du chef de l'État, on y reviendra peut-être avec vous. Il a fait inscrire dans la Constitution l'interdiction en France de la peine de mort. Et il a fait ajouter, et vous le disiez Anne Levade, dans la Constitution, une charte de l'environnement. Il s'en était d'ailleurs vanté, c'était lors de ses vœux à la nation, souvenez-vous. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit en 2005 une charte de l'environnement dans sa Constitution. En février, elle accueillera une conférence internationale pour accélérer la marche vers une organisation mondiale de l'environnement. Jean-Philippe de Rosier, là aussi un fait majeur qu'on a un peu oublié. À tort, c'était déjà les prémices d'une... Non, c'est pas un fait majeur. C'est pas un fait majeur. Non. Déjà, la charte de l'environnement est très mal écrite. Et désolé, j'y vais d'être clair et d'être direct. Elle est très mal écrite parce que elle prescrit des droits et des devoirs dont on ne connaît pas bien les titulaires. Si c'est le citoyen lambda, voire le justiciable lambda, c'est grave. Et ensuite, c'était plus symbolique que véritablement. J'allais dire presque juridique. C'est juridique parce que c'est dans la Constitution. Oui. Il y a des conséquences juridiques, évidemment, mais elles n'ont même... Passons sur le quinquennat. La réforme des collectivités territoriales, que vous n'avez pas mentionné, mais qu'on mentionnait en début de cette émission, est d'une ampleur bien plus importante que cette réforme sur l'environnement. Donc c'était presque plus politique. C'était une volonté de Jacques Chirac. C'est pas forcément mal qu'une constitution mentionne l'environnement dans son texte. Qu'elle le mentionne de la façon dont le fait la charte, ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Un fait mineur, Dominique Rousseau, ou en tout cas pas majeur? Non, moi je pense que c'est important. C'est important. Sur l'écriture, il faut bien voir l'époque dans laquelle on se situe, le début des années 2000, une première prise de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la question écologique, que Chirac préférait d'ailleurs le terme écologie et environnement. Et dans la charte, vous avez un certain nombre de principes, le principe de précaution, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Rouen. On a le droit pour les citoyens de participer à la consultation de tous les projets environnementaux. Donc il y a, on est en 2003, 2004, 2005, il y a dans cette charte, le début de ce qui va devenir et politiquement et juridiquement important. Je pense, par exemple, aujourd'hui, dans le projet de révision de la Constitution, s'il va jusqu'au bout, je crois qu'il est question de mettre dans l'article 1er de la Constitution. Donc, si vous voulez, on a là l'amorce de ce qu'on appelle un nouvel objet du droit constitutionnel, qui avant n'intéressait pas les constitutionnalistes, qui est l'environnement. Donc, je pense que cette charte, alors, dont on peut toujours discuter la rédaction, bien entendu, quand c'est pas soi qui rédigeons, c'est toujours mal rédigé, mais je pense que c'est le premier pas vers la prise de conscience que l'environnement ou l'écologie doit être inscrit dans le texte le plus important dans un pays qui est la Constitution. Et il va ouvrir la voie. Je ne dis pas que Greta Thunberg est la petite fille de Jacques Chirac, mais en tous les cas, notre maison brûle et on regarde ailleurs, que vous le vouliez ou non, Greta Thunberg n'a dit pas autre chose. Et Chirac l'a dit. Alors est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est Nicolas Hulot? Peu importe. Mais enfin, il l'a dit. Et je pense que le fait d'avoir voulu inscrire dans la Constitution cette nouvel objet du droit constitutionnel me paraît un point
un point très important. Donc il y a Je ne dis débat pas le quand même. contraire. Je dis pas le contraire. Je dis qu'elle le dit mal, mais je ne dis pas le contraire. C'est important. Et je voudrais qu'on aborde un troisième chapitre dans cette discussion ou ce débat, comme vous le voulez. Jacques Chirac a-t-il affaibli les institutions de la Ve République? Une question que je vous poserai à vous, après vous avoir lu un extrait de l'édito du politologue Olivier Roucan, qu'on reçoit d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. C'est à lire dans le Huffington Post. Et, il est intitulé « Les années Chirac ont aggravé la crise de la Ve République ». Voilà ce qu'il nous dit. Il prend entre autres illustration l'épisode du référendum sur le traité de Maastricht. Voilà ce qu'il écrit. Le 29 mai 2005 affaiblit durablement la France dans l'Union, mais surtout, sur le plan institutionnel, l'échec référendaire fragilise la présidence. Jacques Chirac fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous attribueriez, il nous reste quelques minutes, peut-être Jean-Philippe de Rosier, à ce grave échec à Jacques Chirac? Je ne pense pas qu'il en porte la responsabilité. Je pense que d'autres partis politiques portent davantage de responsabilité de l'échec de ce référendum, qui n'était pas le traité de Maastricht, oui, le traité de Rome, pour la Constitution pour l'Europe. Ouais. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jacques Chirac est le seul président de la République à avoir été doublement désavoué par les Français dans la première moitié de ces deux mandats, en 1997 puis en 2005. Alors en 2005, on n'est plus vraiment dans la première moitié, mais en tout cas, on est passé au quinquennat, donc voilà. Et il est resté au pouvoir. Là où le général de Gaulle, dès qu'il est désavoué par référendum, il démissionne. C'est ce que déplore Olivier Roucan. On peut rendre à César ce qui est à César. Le général de Gaulle avait dit « si c'est non, je me retire ». Jacques Chirac n'avait jamais dit que s'il perdait, il se retirait, que ce soit la dissolution ou le référendum. Donc je ne pense pas que Jacques Chirac porte la responsabilité de cet échec. Maintenant, c'est incontestable que lorsque l'on est ainsi doublement désavoué par les Français au cours de ces deux mandats, bien, il y a une perte de légitimité qui affaiblisse les institutions. Alors,